Binge Audio. On est encore loin d'avoir pleinement compris comment et pourquoi les deux grandes familles politiques de la Ve République, les socialistes et les gaullistes, sont passés en 20 ans à peine d'un statut d'incontournable détenteur du pouvoir à celui de maigres acteurs de seconde zone. On dira le macronisme, on dira la poussée de l'extrême droite, on dira les divisions à gauche qui nuisent à toute forme d'union, mais on dira aussi peut-être à quel point les grands partis se sont eux-mêmes sabordés, souvent en trahissant leur histoire et leurs idées. À droite, par exemple, cette trahison, cet abandon et cet échec, il se lie au travers du parcours et de l'influence d'un homme de l'ombre, Patrick Buisson. Un pur produit de l'extrême droite la plus rance, que les soi-disant héritiers du gaullisme ont accueilli à bras ouverts avant de s'en mordre les doigts. C'est sa trajectoire, tortueuse forcément, qu'on va vous raconter tout de suite dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. La scène a été racontée plusieurs fois, mais elle a le mérite de poser le décor, les enjeux et les personnages du récit qui nous intéresse. Nous sommes le 24 septembre 2007 au Palais de l'Élysée. Nicolas Sarkozy est président de la République depuis quelques mois seulement. Et ce jour-là, il remet la Légion d'honneur, la plus prestigieuse décoration honorifique française, à l'un des artisans de sa campagne victorieuse à la présidentielle, un certain Patrick Buisson. Dans le livre Le Mauvais Génie, qu'elles lui ont consacré en 2015, les journalistes du Monde, Ariane Chemin et Vanessa Schneider, détaillent l'assemblée qui se presse ce jour-là dans les salons du palais présidentiel. Un bien étrange rassemblement. On croise pêle-mêle la fine fleur des sarkozystes, à commencer par les conseillers les plus proches du président, Claude Guéant, Henri Guénaud, Emmanuel Mignon, quelques ministres, l'équipe dirigeante de TF1, dont son grand patron, Martin Bouygues, des journalistes du Figaro, de Valeurs Actuelles, mais aussi l'historien Raoul Girardet, ancien membre de l'OAS, militant contre l'indépendance de l'Algérie, ce qui lui a valu un séjour en prison dans les années 60. Ou encore, deux hauts gradés du Parti socialiste de l'époque, Jean-Christophe Cambadélis et Jean-Luc Mélenchon. Cette présence de Mélenchon à ses honneurs rendus à un idéologue d'extrême droite, ça va lui coller au basque pendant un petit moment. Ils se connaissent depuis les années 90, ils se sont affrontés sur des plateaux télé, ils se sont déjà vus, on dit même que Buisson l'a incité à claquer la porte du PS. Mélenchon, lui, s'en est toujours défendu et assure que sa présence ce jour-là n'avait rien d'amical. Mais attendez, c'est une curiosité, une gourmandise, comme si vous me disiez « Ah, on a trouvé un papillon qui a des pattes !» Des pattes de lapin. Ah, on va voir. La Légion d'honneur de M. Buisson par M. Sarkozy. C'est quand même un spectacle. Gratuit. J'y vais. C'est extraordinaire, je suis content d'avoir vécu ça. J'avais jamais vu un truc pareil. Toujours est-il que ce jour-là, ce sont toutes les vies de Patrick Buisson qui se regroupent. Certes, il manque quelques chapitres. Il n'a pas poussé le vice jusqu'à inviter ses copains vétérans des groupuscules néofascistes qu'il fréquentait dans sa jeunesse. Ni les pontes du Front National, dont évidemment Jean-Marie Le Pen, qu'il a conseillé et aiguillé en son temps. Ni l'autre leader de la droite nationaliste et souverainiste, Philippe de Villiers, dont il fut 10 ans durant un fidèle compagnon de route. L'union de toutes les droites, comme il aimait désigner son grand fantasme d'un mouvement rassemblant tout le monde, des gaullistes aux nostalgiques de Vichy, attendra encore un peu. L'heure est au sarkozysme, à la droite décomplexée, c'est déjà ça de prix. Et le président tout juste élu redouble de mots doux à l'égard de Buisson. Jugez plutôt. Il y a très peu de personnes dont je puisse dire « si je suis là, c'est grâce à eux ». Patrick Buisson est de ceux-là. Des journalistes cultivés, il y en a peu. Des journalistes qui ont le sens de l'histoire, il y en a encore moins. Des journalistes cultivés qui ont le sens de l'histoire et des convictions, il n'y en a qu'un, et c'est Patrick Buisson. Corps et âme, vous m'avez envoûté. Je vous aime. À la folie.
Prenons, si vous le voulez bien, Nicolas Sarkozy au pied de la lettre et faisons un peu d'histoire pour remonter le fil des fameuses convictions de Patrick Buisson. Patrick Buisson est né à Paris en 1949 dans une famille déjà marquée par son engagement à l'extrême droite. Son père a fait partie des camelots du roi, c'est-à-dire du service d'ordre de l'Action française. Buisson grandit donc dans l'anti-républicanisme, la haine du gaullisme et l'admiration de l'écrivain d'extrême droite Charles Maurras. C'est donc sans surprise qu'on le retrouve à la vingtaine au sein des groupuscules étudiants d'extrême droite qui vont marquer la fin des années 60, Occident, puis Ordre Nouveau. C'est dans ces cercles qu'il va croiser non seulement de futurs leaders de la droite des décennies à venir, qui resteront ses alliés, mais aussi qu'il se trouvera une vocation, journaliste. Et pas n'importe où, à Minute. Alors Minute, c'est tout un pan de la culture facho contemporaine. À l'origine, le journal, créé au début des années 60, est surtout un relais de la droite anti-gaulliste qui va en gros des défenseurs de l'Algérie française aux anciens miliciens. À l'approche des années 80, l'hebdomadaire devient clairement d'extrême droite et le relais de toutes les immondices possibles et imaginables. Rumeurs, ragots, insinuations, insultes plus ou moins directes qui lui vaudront de nombreux ennuis judiciaires et la ferme réputation d'un journal infréquentable. Buisson s'y fait une place en tant que journaliste politique. Il étoffe son carnet d'adresses, entraînant de nombreuses heures à l'Assemblée nationale où il croise et échange avec la nouvelle génération des élus de droite. Mais surtout, Buisson, proche de Le Pen, donne une large place au Front National dans les colonnes du journal. Il va même plus loin et met au point un livre hommage au patron du FN. Je vais faire courir, moi, tu vas voir, le rouquin. Les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe. Au secours! Je croirais que c'est des bolcheviks ici. L'album Le Pen, une hagiographie digne des plus belles dictatures, à grand renfort de photos de famille et de textes empoulés. Le Pen, séduit par la culture de Buisson, lui propose alors de rejoindre officiellement le parti, et même d'être candidat aux législatives en 1986. Un scrutin qui s'annonce favorable pour le parti d'extrême droite puisqu'il se fera selon les nouvelles règles de la proportionnelle. A priori, ce changement dans l'attribution des sièges de députés doit profiter au FN qui vise une trentaine d'élus et qui donc se met en quête de cadres suffisamment solides intellectuellement pour ne pas se ridiculiser au Palais Bourbon. Buisson, qui connaît bien les arcanes parlementaires, serait idéal, mais il refuse. Il préfère rester discret. Et il a un autre siège en vue, celui de directeur de la rédaction de Minute. C'est chose faite en 1986, mais le règne de Buisson va tourner court. En un an à peine, il se met à dos la plupart des cadres de son journal, notamment les plus radicaux qui l'accusent d'avoir une approche trop centriste. Le propriétaire du journal lui tourne le dos, Minute est au bord de l'implosion et le tout vire au grand n'importe quoi. Buisson est, selon ses dires, séquestré plusieurs heures dans son bureau par ses opposants. Il appelle à la rescousse des gros bras du FN qui viennent le libérer. Mais ce qu'il ne dit pas à l'époque, c'est la raison de la confrontation. Au-delà des reproches de nature politique, les mécontents sont surtout venus demander des explications sur la présence de micros. Des micros cachés un peu partout, notamment dans le bureau du propriétaire du journal. Des micros, selon eux, planqués par Buisson pour espionner tout le monde. On veut assez bien y croire, vous comprendrez plus tard pourquoi. Mis à la porte de Minute, Buisson trouve refuge dans une autre boutique, Valeurs Actuelles. Là, il peut non seulement étendre son réseau, mais en plus, le journal qu'il va finir par diriger dans les années 90, avec son ton sérieux, économiquement libéral et socialement conservateur, lui permet de changer de champion. Car à la fin des années 80, il décide de lâcher Le Pen. Il a, selon ses propres dires, pris conscience du fait que le chef du FN ne voulait pas vraiment du pouvoir. Il assure l'avoir compris un certain dimanche soir de septembre 87, lorsque Le Pen lâche une bombe en direct à la radio. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. L'affaire du détail renverra pour un bon moment Le Pen dans les marges politiques d'où il était à l'époque en train de sortir. Buisson décide de se mettre alors au service de Philippe de Villiers.
Dans les années 90, en surfant notamment sur l'opposition aux traités européens, l'élu vendéen se fait une place dans le paysage. Ce catholique ultra-conservateur, passé par le gouvernement Chirac dans les années 80, incarne une ligne souverainiste rigide et il surprend tout le monde en arrivant en 3e position aux élections européennes de 1994. Il se met à rêver de l'Élysée et s'imagine en trublion de la présidentielle de 95. Si vous voulez en savoir plus sur le parcours de Philippe de Villiers, je vous invite évidemment à écouter l'épisode de Programme B qui lui a été consacré il y a quelques temps. Patrick Buisson, de son côté, à l'époque, commence sa mutation de journaliste politique, de conseiller occulte. Il devient conseiller officiel et même sondeur. Les sondages, c'est l'outil sur lequel il va bâtir, à compter du milieu des années 90, sa réputation de fin connaisseur des dynamiques électorales. Avec ses différentes sociétés, il abreuve de chiffres et de notes les politiques qui, de plus en plus nombreux, sollicitent ses conseils. De Villiers ne renouvellera jamais l'exploit de 94. Mais par son entremise, Buisson croise la route de plus en plus de barons de la droite, à commencer par un certain Nicolas Sarkozy. Mais la première rencontre n'est pas fructueuse. Sarkozy n'est pas encore prêt à abandonner le libéralisme pur jus dont il est issu. Car Buisson a beau essayer de s'en défaire, son image de facho vétéran lui colle au basque, au point de lui coûter sa place à Valeurs Actuelles. Le journal vient de changer de patron, la tendance est un recentrage vers une droite plus classique, et Buisson fait tâche, d'autant plus lorsque la nouvelle direction apprend qu'il est allé animer un congrès en Italie avec tout le banc et l'arrière-banc des néofascistes européens, son vieux copain Jean-Marie Le Pen en tête. Il est prié de s'en aller. Aussi étonnant que ça puisse paraître, celui qui a toujours préféré l'ombre à la lumière trouve refuge à la télévision, chez TF1 précisément. À l'époque, la chaîne d'info du groupe privé, LCI, est encore en train de chercher ses marques. Buisson offre ses services et son carnet d'adresses, se proposant de faire venir à l'antenne tous ses amis sondeurs qui pourront livrer leurs analyses gratuitement sans que la chaîne n'ait à payer de coûteuses enquêtes d'opinion. Alors il oublie de mentionner au passage qu'il a lui-même monté des sociétés de sondage dans lesquelles il a embarqué comme actionnaire bon nombre de ses futurs invités à la télé. Mais le deal séduit la direction de TF1 qui lui confie chaque année de nouveaux rendez-vous de plus en plus courus, notamment par le personnel politique, séduit par la culture, la verve et la science électorale de Buisson. C'est comme ça qu'il va à nouveau croiser la route de Sarkozy. Nous sommes en 2005 et Sarkozy est le nouvel homme fort de la droite. Patron de l'UMP, il est également ministre de l'Intérieur et il vise très clairement une candidature à la présidentielle de 2007. Il commence donc à plancher sur son programme et cherche à s'entourer de conseillers. L'un de ses collaborateurs, grand fan des émissions de télé de Buisson, lui suggère de faire appel à ses services. Le voilà donc convié régulièrement, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur pour livrer ses impressions sur l'actualité. C'était un entretien très attendu dans le cadre de ces consultations sur le projet de constitution européenne. Et bien sûr, la question du référendum a été une nouvelle fois posée. L'actualité, à ce moment-là, c'est le référendum pour une constitution européenne. Et Buisson surprend Sarkozy. Les sondages sont globalement unanimes. Le oui au référendum va l'emporter. Mais Buisson pense qu'il se trompe. Il l'affirme. Le non va gagner, et largement, avec 55%. Symboliquement, il assure que s'il se trompe, il arrêtera ses activités de conseil. Et le soir des résultats... Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55%. Buisson avait vu juste. Sarkozy est soufflé. Dès lors, il écoutera son nouveau conseiller préféré avec une ferveur totale et s'en remettra à ses jugements. Buisson en est persuadé. Avec Sarkozy, il tient une chance de pousser ses obsessions, en allant braconner très largement sur les terres de l'extrême droite pour assurer la victoire de son candidat. C'est sur son impulsion que le patron de la droite se met à développer une attitude très rigide vis-à-vis des questions de sécurité, d'immigration ou de police. Le Karcher, les racailles, la promesse d'un ministère de l'identité nationale, on peut clairement voir dans ces grands thèmes de la campagne présidentielle de 2007 l'influence de Patrick Buisson. Une influence qui paye, puisque Sarkozy atteint son objectif et rafle l'Élysée. Par-delà les divergences d'opinion, il n'y a pour moi qu'une seule France. Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français.
Cette victoire, il la doit en partie à Buisson. Il lui propose donc de rejoindre son équipe, mais ce dernier refuse. Il préfère son rôle d'éminence grise, de visiteur du soir, de conseiller officieux mais sursollicité. Pas de bureau à l'Élysée, pas de titre ni d'obligation, mais une ligne directe avec le président de la République, qui ne semble pas devoir prendre une décision sans recueillir l'avis De tous les Français. de Patrick Buisson. Et si ce dernier ne veut pas de poste, il veut bien en revanche que Sarkozy lui obtienne Tous les Français. une chaîne de télé. Depuis 10 ans, le groupe TF1 gère la confidentielle chaîne Histoire, qui, comme son nom l'indique, propose essentiellement des documentaires et autres programmes gentiment poussiéreux. Buisson voudrait en avoir les commandes. Ça tombe bien, Martin Bouygues, le patron de TF1, est un ami proche de Sarkozy, à qui il est ravi de faire ce plaisir. Si Buisson veut cette chaîne, c'est évidemment pour continuer sa petite bataille culturelle, réécrire lui-même son roman national et pousser sa vision maurassienne de ce qu'est l'histoire du pays. Une vision qui transparaît dans un fameux discours dont il est l'inspirateur, celui du Latran en novembre 2007. La basilique Saint-Jean de Latran à Rome occupe une place particulière dans l'histoire de France. Depuis l'époque de la royauté, les rois puis les présidents français reçoivent le titre de, je cite, « premier et unique chanoine honoraire de cette église qui est, excusez du peu, la cathédrale de l'évêque de Rome, c'est-à-dire du pape ». Ce titre de chanoine, il est purement symbolique. Il vient marquer la proximité ancestrale entre la France et la papauté. Dans notre 5e République laïque, la plupart des présidents de droite avant Sarkozy ont fait le déplacement pour accepter ce titre. Mais tous n'ont pas fait le discours que fait ce dernier en 2007. Messieurs les cardinaux, mesdames et messieurs, et si vous le permettez, chers amis, dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, même s'il est important qu'il s'en approche, parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. Buisson jubile. Cette rupture franche avec la tradition républicaine qui a fait de l'école publique le premier lieu de l'apprentissage de la citoyenneté, c'est lui qui en a soufflé l'idée. Il est évidemment du voyage, aux côtés de Sarkozy, pour aller présenter ses amitiés au pape Benoît XVI, dont il apprécie grandement le conservatisme. Le coup de canif mis à la séparation de l'Église et de l'État vaudra à Sarkozy une jolie polémique, aussi vite oubliée. Buisson, lui, continue de conseiller et surtout d'abreuver l'Élysée en sondages, des dizaines de sondages. D'ailleurs, sa société a noué un juteux partenariat avec la présidence de la République. Un contrat à plus d'1 million d'euros signé sans suivre aucune des règles qui normalement régissent les marchés publics. Sauf que depuis 2008, l'Élysée ne peut plus échapper à la surveillance de la Cour des comptes. Jusqu'ici, le gendarme des comptes publics n'avait pas accès à la présidence qui agissait comme bon lui semblait. Mais Sarkozy avait promis de la rupture à tous les points de vue. Il a donc levé cette exception qui faisait de l'Élysée une forteresse aux finances opaques. La Cour des comptes s'y penche et pointe immédiatement du doigt les exorbitantes factures émanant de Buisson et de quelques autres sondeurs. Elle note également que les enquêtes demandées n'ont pas toujours grand-chose à voir avec la présidence de la République, mais qu'il y ait beaucoup question de la prochaine présidentielle où Sarkozy compte bien se présenter. L'affaire prend de l'ampleur lorsque l'opposition s'aperçoit, une fois le rapport de la Cour des comptes publié, que certaines des fameuses enquêtes commandées sont par la suite réutilisées dans la presse dans des titres plutôt favorables à la présidence. Ce qui signifierait que les sondages aient été payés 2 fois. Une fois par l'Élysée, une fois par les journaux les reprenant. Tout bénef pour les sondeurs. La gauche agite la menace d'une enquête parlementaire, l'association anticorruption Anticor dépose une plainte, mais tant que la droite est au pouvoir, le dossier stagne dans les limbes. Nous sommes désormais en 2012 et la présidentielle approche à grands pas. Sarkozy réunit ses conseillers pour tenter de se maintenir en poste. Buisson, évidemment, est encore de la partie. Et la campagne en est le reflet. Entre le slogan « La France forte » ou les thèmes « Immigration, sécurité, populisme exacerbé », le but est clair, avaler l'électorat du FN pour éviter l'élimination. En interne, les autres conseillers pestent contre cette ligne droite dure, mais ne parviennent pas à avoir gain de cause. Résultat, c'est un échec.
Sarkozy est battu et les langues se délient, comme par exemple celle de Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole durant la campagne. Moi, le reproche principal que je fais à Patrick Buisson, c'est que son objectif, à mon avis, n'était pas de faire gagner Nicolas Sarkozy, il était de faire gagner Charles Maurras. Buisson est ramené à son statut de vieux grognard de l'extrême droite. Il a beau manœuvrer en interne pour pousser au premier plan de l'UMP ses derniers soutiens, dont Laurent Wauquiez, il ne fait plus très bon s'afficher à ses côtés. D'autant plus que les ennuis vont commencer à s'amonceler. Buisson est sous pression. D'une part, il y a la menace d'un procès pour les sondages de l'Élysée qui font maintenant l'objet d'une enquête et qui lui ont valu une perquisition. Mais il y a pire. Début 2014, le journal Le Point glisse dans un entrefilet que durant ses années passées comme conseiller de Sarkozy, Buisson aurait eu la très désagréable habitude d'enregistrer à l'insu de tout le monde les réunions, les conversations et de tout archiver. La justice serait sur les rangs pour essayer de récupérer les bandes. Pire, elle circulerait dans les rédactions et certains journaux seraient prêts à en publier des extraits. Buisson assure à Sarkozy que tout ça n'est qu'un mensonge, des rumeurs utilisées pour déstabiliser l'ex-président. Mais le poteau rose est découvert le 24 février 2016. Le Canard enchaîné révèle des passages des fameux enregistrements et le site Atlantico en poste des extraits. Leur contenu n'est pas de nature à faire vaciller la République. Pas de secret d'État, pas de révélations fracassantes, juste quelques petites vacheries envoyées à des membres du gouvernement de l'époque. Roselyne Bachelot, traitée d'idiote, Fillon ridiculisé, Hortefeux jugé trop embarrassant pour être ministre de la Défense. Ce qui suscite le scandale par contre, c'est évidemment la méthode. Dénoncée unilatéralement par l'ensemble du personnel politique, de gauche comme de droite, Buisson redevient un banni, un réprouvé, répudié en direct à la télévision par Sarkozy. Je reviens juste sur Patrick Buisson, il vous avait enregistré. Cet homme a ça entre ses mains aujourd'hui ? Vous savez, dans ma vie, j'en ai connu des trahisons. À tous les plans. Mais comme celle-là, rarement. Rarement. La suite sera avant tout judiciaire. Il est mis en examen dans l'affaire des sondages, aux côtés de plusieurs autres conseillers et de Claude Guéant, mais pas de Nicolas Sarkozy, protégé par l'immunité présidentielle. Le procès a lieu à l'automne 2021. Buisson écope de 2 ans de prison avec sursis et de 150 000 € d'amende. Ces sociétés doivent rembourser plus d'1 demi-million d'euros. Buisson ne renonce pas pour autant à la politique et se trouve encore un nouveau champion. Un homme qu'il connaît bien depuis leurs années communes dans la presse politique, Éric Zemmour. La candidature de l'ex-éditorialiste du Figaro et de CNews à la présidentielle de 2022 se soldera par un score assez maigre. Et même si l'extrême droite semble à chaque fois un peu plus proche du pouvoir, ces thèmes de plus en plus récupérés par la droite et la Macronie, Buisson ne sera pas de la fête, et pour cause. Le 26 décembre 2023, dans sa maison des Sables-d'Olonne, il est victime d'un malaise cardiaque et meurt à l'âge de 74 ans. Le 3 janvier 2024, dans une église du 17e arrondissement, ont lieu les obsèques de Patrick Buisson. Cette cérémonie, c'est le miroir inverse de celle qui ouvrait notre récit. Ce jour-là, autour du cercueil, il n'y a ni Nicolas Sarkozy, ni Jean-Luc Mélenchon. On ne croise pas les patrons de TF1, mais bien la vraie famille de Patrick Buisson. Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Zemmour, une poignée de militants identitaires et de vétérans des groupuscules néofascistes. Eux sont bien là pour rendre un dernier hommage à celui qui fut toujours l'un des leurs. Ah si quand même, Éric Ciotti, patron des Républicains, avait fait envoyer une couronne de fleurs. Il n'est pas interdit d'y voir un signe. J'adore quand un plan se déroule sans dragon. Merci à Paul Berthiaud qui a réalisé cet épisode et merci à Charlotte Bex qui l'a préparé. Comme d'habitude, un coucou et un bisou amical aux camarades Terreur Graphique qui en a illustré une version live lors du festival des 10 ans de Binge Audio. Binge Audio qui produit, comme vous le savez, Programme B, ce podcast que vous pouvez retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.